Marie-Laure, tu portes un nom assez connu dans la vie politique calédonienne. Ton enfance a été notamment marquée par les événements. Tu es né en 84. Est-ce que tu peux nous raconter, disons, ton histoire personnelle vis-à-vis de la politique calédonienne? Bah, pour commencer un peu ce parcours, c'est des histoires de mon arrière-grand-père qui nous sont arrivées et qui nous racontait que il est allé faire la guerre avec le bataillon du Pacifique. Donc nous à l'époque on savait pas ce que c'était, mais c'est l'histoire du bataillon du Pacifique. Et il envoyait des lettres à ma grand-mère qui était donc sa petite fille, dans lesquelles il disait que ben ici il y a des gros tracteurs qui nous aident à faire le champ. La famille de ma maman c'est une famille d'agriculteurs et donc c'était le progrès. C'est-à-dire que ici on était plutôt avec des outils on va dire traditionnels, manuels, et là, il envoyait des lettres où il racontait le progrès technique. Il racontait aussi un certain confort de vie, parce qu'il disait qu'il y avait des médecins, même sur place, partout où ils allaient faire la guerre, il y avait toujours des médecins, il y avait des infirmières qui s'occupaient bien de lui, et qui leur donnaient à manger aussi. Et en fait, il nous a fait un peu l'éloge d'une société, on va dire, évoluée, qui était un peu plus avancée dans le progrès technique, dans le progrès humain, dans le progrès social. Parce qu'il nous racontait aussi à travers ses lettres qu'il y avait des copains qui parlaient plein d'autres langues et qui parlaient tous le français et que du coup lui il entendait des belles poésies et il y en a qui écrivaient des lettres à leurs amis, tout ça pour envoyer à leurs chéris qui sont restés je sais pas dans une autre ville de France. Et lui, c'était vraiment quelque chose qui l'avait passionné. Et tout ça, ça nous avait été transmis, et toujours maintenant par ma grand-mère qui est encore vivante. Et c'est comme si qu'on se disait, ben on a envie de vivre ce qu'il a vécu, cette découverte. Et nous, la dernière génération, un peu plus contemporaine, quand je fais le lien, je me rends compte que c'est ça le premier engagement qu'ils ont voulu nous faire, enfin auquel ils ont voulu nous faire adhérer, parce que il y avait derrière un certain progrès, une facilité. C'est-à-dire, on était avec le râteau, avec la charrue, mais là, il y a un tracteur. Donc, ça facilite, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Et du coup, le rendement, il est plus important. Et c'est toutes ces petites choses que, après, du coup, mon grand-père a mis en œuvre dans sa propriété à Lifou pour être un des plus grands agriculteurs de l'île. D'accord. Et malheureusement, ben, sont arrivés les événements. Et avec les événements, bah, mon grand-père a tout perdu parce qu'il devait y avoir un peu de jalousie, un peu de convoitise sur ce progrès-là que lui avait lu à travers des lettres et avait mis en œuvre dans sa propriété, qui finalement n'a pas plu, mais aussi avec ça, et plus du côté de mon papa, un engagement pour une Calédonie française par rapport à toutes ces innovations, à ce confort de vie, à cette qualité de vie que la France apportait déjà à l'époque. Et donc, c'est avec un peu toutes ces histoires qu'on a grandi, qu'on a vu aussi, moi pour ma part, un certain déracinement, puisque le fait que mes grands-parents et mes parents aient eu tout qui est brûlé à Lifou, on a dû venir sur la Grande Terre. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a brûlé à Lifou? C'était donc des représailles. Euh, Oui, voilà. Donc, il y a eu la période des événements. Et à cette période-là, mon papa était déjà engagé pour le maintien de la Calédonie dans la France. Et ça n'a pas plu à certains, que ce soit des gens du coin, mais aussi des personnes de la famille. Et donc, un soir, la maison était en feu. Donc, ils ont dû vite être évacués. Donc, il y avait lui, il y avait d'autres familles aussi qui sont parties en exil sur la Grande Terre. Et je pense que c'est à partir de là aussi qu'il y a eu ce déclic de qu'est-ce qui m'apporte de la liberté d'expression, de la liberté de penser, puisque finalement, quand on est juste dans notre petite maison, la tribu, c'est difficile de ne pas faire comme les autres, puisque non seulement ça nous apporte du bien, mais en même temps, ça nous apporte du mal, en particulier par les voisins. Et donc, de là, que ce soit ma famille maternelle ou ma famille du côté de papa, ont été déracinés. Ce qui a valu du coup mon premier déracinement puisque je ne nais pas ici en Calédonie. Et tu je es à nais Paris. à 22 000 kilomètres sous la Tour Eiffel. Et c'est particulier parce que ma maman, elle ne connaissait pas du tout la France. Elle a jamais été. Elle l'a lu à travers les lettres de son arrière-arrière-grand-père. Donc là, elle voyait en vrai quelque chose, mais les voisins, ils ne parlaient pas forcément le français d'ici.
ils étaient pas forcément au courant de la situation en Nouvelle-Calédonie et en fait, ma mère et moi, puisqu'on était toutes seules les premières années, vu que mon papa était occupé, c'était vraiment, on était des étrangers, on était déracinés. Et moi, j'avais pas d'autre famille et je pensais vraiment que toute ma famille était pas de la même couleur de peau que moi, puisque je n'avais autour de moi que des personnes de l'autre couleur. D'accord. Et la première fois qu'elle m'a emmené ici, avec mon C'était à père, quel âge? c'était à l'âge de 3 ans d'abord. Quand on est venu, en fait, j'étais étonnée, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais ma famille a que des noirs? Il n'y a pas de blancs dans ma famille? Parce que toutes les personnes que je rencontrais ici, qui étaient ma vraie famille de sang, finalement, je les avais jamais vues, je ne connaissais pas Nouméa, Lifo, tout ça, c'était hors du spectre. Ensuite, il y avait ma petite sœur, et quand les événements se sont un peu calmés, on est revenu ici définitivement, et ben, on est revenu sur la Grande Terre, parce qu'à Lifo, on n'avait plus rien, et toujours maintenant, il y a toujours plus rien, parce que aussi bien mon père que mon grand-père, ils n'ont jamais souhaité reconstruire, ni se rétablir à Lifou. La plaie n'a jamais été pansée jusqu'à leurs derniers jours. Au lycée, hein, pour revenir là-dessus, j'ai pu lire que tu étais engagé plutôt en faveur de l'indépendance à cette époque-là. Est-ce Alors que tu c'est peux nous en vrai parler? que bah voilà, toujours dans la recherche un peu de son identité, peut-être un attachement à une culture, à une communauté, je me suis aventurée dans les méandres d'un parti politique où c'était vraiment le discours progressiste. Il y avait un discours progressiste où on nous disait les armes de l'émancipation, c'est l'éducation, il faut vous former, demain vous serez les futurs dirigeants. Moi, il disait dirigeant de la Kanaki, mais moi, à ce moment-là, ça me perturbait pas. Peu importe ce qu'on dirigeait, du moment qu'on dirigeait. Je pense que j'avais un peu déjà cet esprit de vouloir diriger quelque chose. Et en fin de compte, c'était très intéressant de participer. Maintenant, ça s'appelle des think tanks. Bon, avant, c'était juste des groupes de parole, groupes d'échange, etc. Et c'était vraiment intéressant de se confronter des idées. On était vraiment un petit groupe de jeunes. On voulait vraiment apprendre. On avait soif de diplôme, soif de formation pour revenir, pour construire notre pays à notre image. Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une communauté qui avait plus le droit à quelque chose, et puis nous, on n'avait pas le droit, ou qui accédait plus facilement à des sports, par exemple, qui coûtent cher, et pas nous. Et nous, on était toujours dans la case volley-football, et les autres, ils faisaient des tennis, du sport qui coûtait cher, athlétisme, etc. Des sports qui allaient faire plein de voyages, puis nous, on faisait des sports pour rester juste là, ou aller Australie, Tahiti. Et il y a eu un peu on va dire, ce cheminement pendant 3 ans, ben, pendant les années lycée. Et après à l'université en Nouvelle-Calédonie aussi, la première année. Et après, il y a eu la période des élections présidentielles. Et il me semble que c'était au moment de l'UMP avec Sarkozy, la transition. Et en fin de compte, j'ai compris que si on était dans la France, ça allait pas être les mêmes moyens. Et si on n'était plus dans la France, c'était pas non plus la même vie, les mêmes conditions d'accès au diplôme, à l'école, etc. Et c'est là où, du coup, il y a eu une espèce de prise de conscience. Et je me suis dit, ben non, en fait, parce que finalement, des deux côtés, je peux faire ça, c'est-à-dire faire des études, accéder à et diriger, etc. Mais après, si je dirige, que j'ai plus les moyens de mettre en œuvre une politique publique, une politique éducative, des choses comme ça va être un peu compliqué. C'est comme si que le combat engagé arrive à s'essouffler, puisque à la fin, j'ai pas les moyens de mettre en œuvre pour de vrai. Et donc, je suis revenue à la maison mère. D'accord. T'avais du coup, dans ta famille, qui étaient plutôt Voilà, loyalistes? toute ma famille, ben avec toutes les histoires que j'ai racontées depuis le début, en fait, c'est vraiment un amour, mais un amour viscéral. C'est-à-dire moi, mon amour maintenant de la France, il s'est construit par une réflexion, nous à l'école en pédagogue, on dit c'est à tâtons, c'est en testant. Mais mon arrière-grand-père, c'était viscéral. C'était le progrès. Pour éviter de trop suer dans le jardin, dans le champ, eh ben, la France nous propose le tracteur. C'était des choses pragmatiques. Et ils n'ont pas trop réfléchi. Mon père, c'était la France nous apporte la sécurité, parce que quand je me suis fait tout brûler à l'IFO, la police, les gendarmes, ils étaient là pour m'exiler avec ma famille, pour m'emmener en lieu sûr. Et c'était et la sécurité,
Donc l'ordre et surtout le mérite. Et maintenant, moi, en province sud, parce que nous, on était sur la Grande Terre, je vais travailler pour retrouver ce que j'ai perdu, mais j'ai pas besoin que quelqu'un me le donne. J'ai pas besoin de mendier, voilà, la France et le pouvoir public pour avoir un terrain, pour donc arriver sur la Grande Terre. Il travaillait déjà avant, mais c'est une autre dimension puisqu'on arrive dans un endroit. Enfin, lui, il arrive, c'est pas son milieu, la ville. Mon grand-père, il est arrivé, il était agriculteur, il avait combien d'hectares? Il est arrivé ici, il a fait éboueur. Ça n'avait rien à voir et il savait pas bien parler français. Mais c'était, il faut travailler. C'était pas, ben, je suis une victime de l'histoire. Mon histoire a fait que j'ai tout perdu. Et ben, que quelqu'un répare. Réparer, donnez-moi. Et donc, pour toutes ces raisons-là, ils ont toujours été engagés dans le maintien de la Calédonie dans la France, pour le progrès, pour le mérite et pour l'ordre. Et ces trois choses-là, ils nous l'ont inculqué. Et moi, ben, je suis allé le chercher un peu à droite à gauche, puis finalement, j'ai compris que il y avait tout à la maison. Et donc, je suis revenu et j'ai commencé à militer au sein du. Donc, avant, c'était le RUMP, Rassemblement ben, UMP. Et on était dans les sections des jeunes, on apprenait à coller les affiches. C'est pareil, tout le monde pense qu'avec mon nom et avec mon papa, eh ben je suis un peu là parce que je suis la fille d'eux. Mais je tiens vraiment à préciser que moi j'ai fait comme tout le monde. J'ai collé les affiches, j'ai fait les missouplis, je suis allée frapper aux portes de tout le monde. En fait, on a appris le métier de militant aussi. Et ça, c'est une expérience qu'il faut vivre. On peut pas avoir on peut pas avoir un engagement politique si on n'a pas milité un tant soit peu. Et maintenant, le nouveau terrain de militantisme, c'est aussi les réseaux sociaux. Et donc, c'est des habitudes maintenant qu'il faut adopter. C'est un nouveau terrain de jeu, j'ai envie de dire. Et je trouve que ben, maintenant, il y en a plus. Il y a plus de monde aussi qui est un peu sur les réseaux. C'est un autre combat.